Et salut les rêveurs, donc déjà merci beaucoup d'être présents pour ce nouvel épisode. Alors c'est un épisode assez spécial, il va être relativement long parce qu'on va prendre le temps d'interviewer une personne qui a été greffée du cœur. Alors cette personne, suite à cette greffe, a mis en place tout un process pour reconstruire sa vie, et tout ça en faisant un parallèle à la moto. Donc c'est une personne assez exceptionnelle à mes yeux, qui m'a fait voyager à travers ses histoires, ses anecdotes. Donc j'espère qu'il vous donnera autant de plaisir qu'à nous, à Cyril et à moi, parce qu'à la base c'est un ami à Cyril. Comme on ne fait jamais les choses simplement, on en a profité pour faire un véritable tournage. Donc pendant toute son interview, vous pourrez voir Yasser et Cyril en train de parcourir une partie de l'Occitanie, des secteurs qu'on affectionne particulièrement. On a fait ça pour vous permettre de vous évader encore un peu plus, donc en profitant de ses images, de ses anecdotes et de son histoire. Je vous souhaite un excellent épisode et on se retrouve tout de suite après. We were made for each other. Bonjour à tous, vous pouvez remarquer qu'on est 3 aujourd'hui et j'ai un petit invité assez spécial qui s'appelle Yasser. Alors Yasser, qui es-tu exactement? Bonjour, donc je suis Yasser Elouani, j'ai 66 ans. Je suis kinésithérapeute de sport et surtout aujourd'hui je suis greffé de cœur. Bien sûr, comme on me demande souvent d'où vient ton accent. Mon accent de temps en temps, certains me disent que tu es d'origine anglaise, d'autres ils me disent que tu es d'origine espagnole. Chacun il a envie de me donner une origine qui lui il pense que c'est bon. Non, je viens du Moyen-Orient, je suis d'origine syrienne et un petit peu mongole. Donc c'est ce mélange-là qui me permet plus ou moins, je pense, d'avoir cette notion de grand voyageur. De voyager, oui. Hein, je dois avoir un gène caché quelque part qui me pousse tout le temps à vouloir voyager. Qui s'est réveillé après la greffe. Que mon greffe a insisté un peu plus. Ouais. Et c'est vrai, comme je disais que je suis kinésithérapeute de sport, donc je suis à Montpellier depuis maintenant à peu près une quarantaine d'années, voire plus. Donc je peux me considérer que je suis montpelliérain, et malgré mon accent. Tu t'es fait greffer donc tu avais 60 ans. Voilà, tout à fait. Alors juste pour vous expliquer, d'habitude sur ce type d'interview, je suis seul, on le sait. Là, exceptionnellement, il y a Cyril, c'est pas pour rien. C'est grâce à Cyril que j'ai pu rencontrer donc Yasser. Alors on s'était croisés lors d'une sortie, une association, donc c'était les Képi Pascalounes. Le Képi Pascalune. Pascalune, excusez-moi, vous voyez comme quoi. Et on avait sympathisé mais très rapidement, et grâce à Cyril, on a pu remettre tout ça en place. Et il faut savoir que c'est aussi un de ses partenaires. Oui, partenaire, client, ami maintenant, effectivement. Voilà, tout à fait. Et ça me fait plaisir de voir du coup qu'il fasse une nouvelle vie grâce à son nouveau cœur, quoi, du coup. Alors justement, tu as eu des problèmes cardiaques relativement tardifs ou ça traînait depuis longtemps et ça t'est arrivé comme ça? C'est-à-dire, moi, dès le départ, je suis quelqu'un de sportif et ce qu'il m'est arrivé donc, pendant la première période, parce que j'ai attendu quand même 3 ans pour être greffé. Avant ces 3 ans, je faisais pas mal d'activités physiques, donc le trail. Donc je connais plus ou moins un petit peu le chemin de la nature. Et c'est ça qui est resté greffé dans ma mémoire, en disant si un jour je peux recommencer à faire quelque chose, ça sera bien de pouvoir commencer à recourir. Et d'ailleurs, on a fondé une association avec d'autres personnes, donc le cardio qui m'a suivi dès le départ, pas celui qui m'a opéré bien sûr. On a fait une association qui s'appelle Un cœur, une vie. Et au bout de 16 mois, 14 mois exactement, j'ai fait le premier marathon. Avec un groupe, avec une autre association qui s'appelle l'association le Seleção de Dia. C'est l'association qui regroupe la plupart des gens, anciens sportifs ou professionnels. D'accord. Et surtout des handballeurs, il y a quelques rugbyman, tout ça. Donc avec eux, on a concrétisé ce projet de faire le marathon. On a fait le Médoc. C'est pas le marathon le plus rapide au monde, mais c'est le marathon le plus long au monde. Et je vous garantis, c'est vraiment d'y être dedans, c'est vraiment fatigant parce qu'il est long. C'est la distance dans le temps qui est longue et c'est pas la distance en elle-même.
Comment tu te prépares après une greffe? Parce que c'est vrai que souvent, quand on prend des gens qui ont subi ce type d'opération, on se dit ils doivent être super fragiles, il faut faire attention à plein de détails, il faut éviter qu'ils aillent trop vite dans du sport comme ça. Et toi, basta, on y va. Ça me rappelle le moment où ton médecin t'a dit... Voilà, je triche un peu. Je suis kinésithérapeute de sport. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai suivi tout le temps des équipes professionnelles. J'étais le kiné de l'équipe de Montpellier football professionnel pendant 16 ans. Et avant, j'étais kiné de l'équipe de handball aussi pendant 3 ans. Et l'équipe de France de karaté aussi pendant 2 ans. Donc, je connais un petit peu, si je peux me permettre, de savoir qu'est-ce que c'est l'effort physique et comment plus ou moins gérer ses capacités ou son adaptation à l'effort. Et c'est vrai, j'ai fait ma rééducation cardiaque tout seul, petit à petit, dans la première période, c'est-à-dire au-delà de 90 jours de greffe. D'accord. Il faut bien que vous commenciez à marcher à votre rythme, 30 minutes par jour. Et bien sûr, moi, ce mot-là, c'est extraordinaire, parce que 30 minutes, c'est beaucoup et peu en même temps. Bien sûr. Travailler avec quelques membres de l'association de Célestin de Dire, parce que ce sont des sportifs, donc qui m'ont beaucoup motivé à vraiment à y aller dans cette penche-là. Et j'ai dit, mais à un moment, il faut bien que tu prennes la moto quand même, tu ne vas pas aller courir seulement. Et voilà. Et donc je me suis dit, comme par hasard, je dis, allez, je vais faire l'Amérique du Sud. Comme si je vais aller boire un café. Quelle connerie. Il n'y avait pas plus près, quoi. Ah oui, sincèrement, tu te dis, ouais, parce que tous, moi je pense que je suis le premier. Quand on regarde toutes ces images à la télé de l'Amérique du Sud et tout, on dit ça va être fantastique. Et surtout tous ces reportages qu'on voit, c'est tellement facile. Mais alors, détrompez-vous. Non. Par contre, ça va être beau. C'est extraordinaire. C'est une aventure inoubliable pour n'importe quelle personne, n'importe quel endroit qu'il voit, à partir du moment où il va vers les autres. La particularité, c'est que tu l'as fait seul, quand même. Oui, et là, effectivement, la moto, cette aventure qui était donc l'Amérique du Sud, qui a duré 6 mois et demi quand même. J'étais seul en moto, mais j'ai rencontré des motards de toutes sortes, de toutes nationalités. Et ça t'oblige, j'étais tout seul, c'est vrai. C'est vrai. Ça t'ouvre aux autres. Alors, on est passé très rapidement finalement, donc il y a eu la partie préparation, tu fais le marathon, puis tu dis, tiens, j'ai envie de partir en Amérique du Sud avec ma moto. Pas tout à fait, tiens. Ah, quand même, voilà. Comment ça s'est passé? Parce que tu as choisi une moto particulière ou c'était déjà une moto que tu avais? Non, c'est-à-dire au départ, moi, je voulais prendre un autre modèle de moto. D'accord. Mais après, je me suis dit, quand même, tu n'as plus la même, force musculaire, la même capacité à pouvoir vraiment piloter cette moto. Parce que avant tout, c'est une question de pilotage. Il faut pas penser que vous allez mettre le contact et ça roule. Vous n'êtes pas sur toutes les autoroutes. Il y en a. Vous pouvez y être. Et j'y étais. Mais il n'y a pas que ça. Donc, avant d'arriver à cette étape-là, vous commencez à dire, est-ce que je suis dans la capacité de faire un voyage comme ça? Mais comme je vous ai dit dès le départ, on se trompe beaucoup par ces reportages. Et moi, le livre que j'ai commencé à lire sur l'Amérique du Sud, tellement c'était facile que je me suis dit, c'est à ta portée, il faut pas... C'est facile. Regarde, le gars, il passe sur un truc, mais sans aucun problème. Je me voyais beau comme un camion, comme on dit. Alors j'ai une question qui peut paraître bête, mais quand tu pars dans ce type de pays, pardon, j'ai fait me casser la gueule, quand tu pars dans ce type d'endroit, tu te prépares un minimum, tu prévois un peu ton voyage. Comment tu te prépares à ça? Parce qu'à part lire des livres, j'entends. Ouais. Par exemple, tu as des traitements tous les jours pour ton cœur. J'ai un traitement à prendre 2 fois par jour. Ouais. Donc avant tout, il faut avoir l'autorisation médicale dans mon cas. D'accord. Donc j'ai fait tous les tests qui peuvent plus ou moins rassurer surtout mes thérapeutes, les cardio, moi-même bien sûr en conséquence, et ma famille et surtout aussi. Donc j'avais fait tout ce qu'il faut, y compris le test d'hypoxie, c'est-à-dire pour quand tu montes en hauteur, pour savoir si tu ne veux pas avoir un œdème de... Bah oui, parce que tu es allé faire le Pérou. Voilà, tout à fait. Pas que le Pérou, il y a en Équateur, vous avez des montagnes, déjà en moto, et surtout quand vous faites un test comme ça, donc j'étais apte à pouvoir monter jusqu'à 4000 km
1000 mètres, ça fait beaucoup 4000 km. 4000 km en montant, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Et donc 4000 mètres, sans aucun souci. Je peux monter vraiment facilement, mais bien sûr, toujours pareil, avec une étape de 3 heures, tout ça. Mais en moto, c'est impossible de s'arrêter et monter à 3 heures, s'arrêter, comment ça s'appelle, un faire des paliers, oui, tout à fait. Monter, non. Donc, vous commencez à vous préparer à cet effort physique, à cette intensité de l'effort. Parce que ce n'est pas seulement une question d'une semaine ou de 15 jours, c'est une question à long terme. Et là aussi, on en parlera peut-être un peu plus tard. Il y a un moment où vous êtes obligé de réviser ou regarder qu'est-ce que vous êtes en train de faire et qu'est-ce que c'est qui vous permet d'y aller encore ou pas du tout. Donc j'avais avec moi des appareils de test qui vont bien sûr pour le cœur, pour le taux d'oxygène, pour le taux de glycémie dans le sang, parce que tout ça, si vous voulez, l'altitude, ça joue pas mal là-dessus. Bien sûr. Et donc j'étais plus ou moins un cobaye pour moi-même. D'où peut-être, entre parenthèses, je reviens à la notion de l'association Un cœur, une vie. C'est justement, c'est le but de cette association de montrer à des gens qui sont dans tout ce qui est greffé, toute personne qui a une greffe quelconque, c'est de se dire, tiens, est-ce que je suis capable de faire? Oui, à partir du moment où tu respectes un protocole d'adaptation. Et les exercices qu'on mettait dans l'association pour éclairer un petit peu le chemin à suivre par rapport à un effort physique, ça peut aider. Mais pour l'instant, c'est sûr, il y a eu le Covid, mais ça a coupé tout élan. Alors, pour revenir un petit peu, donc là, tu as parlé surtout de la préparation physique. Moi, j'entends maintenant préparation moto. Oui. Quand tu pars sur ce type de séjour, tu peux choisir soit de prendre un vieux tromblon, parce que tu sais que de toute façon, toutes les pièces, tu les trouveras facilement et pas chères, ou tu peux décider de prendre une moto quand même assez luxueuse pour partir dans ce type de pays, soyons clairs. Alors, je vais être clair. Au départ, je voulais prendre une BM, parce que je me suis dit, dans un pays comme ça, de BM, ça doit être difficile à trouver tout. Donc, je vais prendre une moto où tout le monde connaît, Honda. Et c'est pour ça mon choix, il était allé vers Honda. D'accord, très bien. C'est un très bon choix d'ailleurs. Oui, largement. Je suis hyper content de mon Africa Twin. Hein. C'est une mobilette pour moi. Tu la connais bien. Oui. T'as fait combien de bornes avec au final maintenant? Il y en avait 2 motos. J'en ai eu 2. La première que j'ai fait l'Amérique du Sud avec, j'avais fait 37 000 km. D'accord. En 6 mois et demi. Et la deuxième, celle-ci, j'avais fait donc le Cap Nord, en passant par l'Europe de l'Est et la Russie, j'avais fait 17 600 km. Oui. Mais sauf que tu l'as fait sur tout type de route. C'est un mélange vraiment de toutes les routes. Alors, la préparation pour la moto, donc j'ai pris la première moto et je dis, qu'est-ce que tu vas faire? On est dans une région extraordinaire, il y a des chemins de vigne partout. Justement. Je ne suis pas, comment ça s'appelle, en off-road, ni in-road, ni out-road, je suis rien de tout. J'ai pris cette moto et j'ai commencé à rouler entre les chemins. Je me suis cassé la gueule plusieurs fois. Tout seul, tu partais? Tu partais tout seul? Tout seul, tout le temps, oui, mais il n'y a personne qui veut partir. Tu as beaucoup de gens qui aiment bien partir avec toi, mais le moment fatidique, il y aura toujours quelque chose qui le retient, mais tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais c'est sûr, c'est difficile moi je pense pour les gens, c'est difficile de voir et pouvoir. Et là, ce sont vraiment 2 capacités différentes. Comme je disais dès le départ, quand tu vois ça à la télé, tu te dis, je peux le faire. Oui, ouais. Mais quand tu vas décider pour le faire, est-ce que tu peux le faire? Ça, c'est autre chose. Alors, pardonne-moi, je t'ai coupé, mais au niveau de ta préparation, donc tu avais pris ta première Africa Twin, tu l'as préparée comment? Je l'ai pris brut. Brut, d'accord. Et tu es parti sur ton premier voyage, tu es parti comme ça alors? Voilà, j'ai rajouté les protections grâce à mon ami. D'accord. Un peu de bagagerie aussi. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés alors au final? C'est ça, effectivement, avec un petit peu de bagagerie. Le but c'était de la protéger un minimum, quand même, parce qu'on avait mis les renforts protège-mains, le sabot, un petit peu de bagagerie. Et c'est vrai que le but c'est qu'ils puissent partir sereinement, en sachant que s'ils pouvaient tomber la moto, ils pouvaient la relever sans vraiment tout casser. Et puis voilà, donc on s'est connus comme ça, et puis il est parti faire son road trip et on était très contents d'avoir quelques nouvelles et puis d'avoir des photos quand il est revenu. C'était un sacré périple quand même. En plus, pour nous, c'était un cas quand même assez exceptionnel, quand même, un greffé du cœur comme ça qui part faire une excursion sur Ushuaia. C'était incroyable, quoi. Donc du coup, nous on l'a suivi avec plaisir, ça nous a fait bien plaisir de pouvoir l'accompagner, quoi. Il y a eu à un moment un petit flottement
C'est pas par rapport à eux, mais il y a eu un changement de propriété, enfin un changement de concessionnaire. Et c'est vrai, j'avais plus besoin de dire tiens, qu'est-ce que je peux rajouter sur ma moto. Oui, parce qu'elle était déjà complète. Là, quand on la regarde, je ne sais pas qu'est-ce que je peux rajouter. Sérieux. En fait, on s'est revu quand tu es revenu, parce que tu as revendu ta première moto. Oui. Et quand tu as racheté celle-là, forcément, c'était pas compatible, donc on a rééquipé celle-là pour que tu puisses partir au Cap Nord. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et après, donc, tu nous as renvoyé quelques photos et on a resté un peu en contact parce que tu n'habites pas loin du travail, du coup. Quoi. Oui. Donc, ok, tu as la moto qui est prête, tu as rencontré Cyril, tu as préparé ta machine, donc là, tout va bien, tu es prêt à partir. Oui. Donc, tu pars quand? Donc par rapport à la saison, comme vous savez, en Amérique du Sud, il y a les saisons, elle est coupée en deux parties, saison de pluie et saison sèche. Donc la saison de la pluie, moi je voulais arriver à la fin de la saison de la pluie pour pouvoir vraiment me balader et surtout comme j'allais descendre de nord de l'Amérique du Sud vers le sud, c'est-à-dire de la Colombie jusqu'à Ushuaia, jusqu'au sud. Donc il faut vraiment que je calcule les jours et la distance, le séjour aussi par rapport à chaque endroit où je dois passer pour ne pas subir cette pluie. Mais c'est que de la théorie. Je suis arrivé et il faisait 38 degrés. Ah oui, quand même. C'était bien là. Voilà, quand je suis arrivé donc à Bogota, j'ai fait comment je suis parti. Donc je suis parti de Montpellier ici, avec effectivement avec un départ que j'avais fait avec mon fils, mon gendre et mon neveu. Tous les trois, ils avaient des motos, donc on est parti à 4 motos. Et il devait y avoir en même temps le concessionnaire Honda de Montpellier, mais il n'est pas venu. Ça, c'est son problème, c'est dommage. D'accord. Donc, à partir de là, on est parti. Ils m'ont accompagné le peu de route parce que j'ai amené au départ ma moto à Londres. D'accord, ouais. Parce que pour la faire partir par l'avion de Londres à Bogota. Ah, c'est marrant, pourquoi Londres? Voilà, alors voilà ça c'est une expérience que je peux vous faire en profiter. Cargo Flight, qui est à Londres, qui transporte de motos partout dans le monde. Et je vous promets, ça coûtait beaucoup moins cher de la transporter de Londres à Bogota. Vous avez quelqu'un là-bas qui réceptionne la moto, qui la sort de douane, qui vous donne la moto. Voilà, vous n'avez aucun problème. Ça coûtera largement moins cher de louer, de partager, toutes ces histoires. C'est pour ça donc je suis allé à Londres. C'est vrai pour moi, ça me fait 1300 km de plus pour monter jusqu'à Londres, mais c'était de la route. Oui, et en plus c'était toujours le plaisir de rouler avec elle dans tous les cas. De rouler avec ta moto dans tous les cas. Oui. Ça permettait de la rôder, quoi. Bah voilà, elle était prête pour les 37 000 km. Voilà. Surtout, ça fait partie, avant tout, je me dis, si j'arrive à rouler comme ça d'un seul coup cette distance-là, c'est-à-dire que je peux être capable de rouler autrement. C'était un sort de test. Bien sûr. Voilà, donc c'est bien passé et je suis allé effectivement à Bogota. Donc là, ça y est, tu as déposé la moto dans le transporteur, tu prends l'avion, tu arrives sur place, ton voyage commence. Donc 38 degrés, humidité, t'as pas loin des 60% là-bas, 70? Non, mais là, à Bogota, il n'y a pas beaucoup d'humidité. C'est non. Quand vous allez vers la mer Caraïbienne ça commence à être un peu plus. Donc avec l'équipement que j'ai, c'est-à-dire le blouson, les airbags, les gants, le casque et le gant, tout ce que vous voulez, en un mois, j'ai perdu 7 kilos. Voilà. Et malgré que j'ai bu peut-être facilement entre 4 et 5 litres par jour d'eau. Ah, mais ça m'étonne pas. Voilà. Ah oui. Ça m'étonne pas. Donc, et on est surpris par l'ordure du climat. Enfin, pour moi, pourtant, comme on dit, je suis né en Méditerranée, mais je suis né à la montagne. Oui, donc il faisait relativement frais. Voilà, c'est embêtant. Alors, la question, parce qu'on ne peut pas se permettre, sur ce reportage, de vous proposer la totalité des pays qu'il a traversés. J'aimerais bien que tu nous parles de celui qui t'a le plus marqué. Alors, ce n'est pas une anecdote, c'est dans le sens pays, esthétique du pays et peut-être la population. Et après, on parlera d'anecdotes que tu as vécues sur la route. Bon. Pour toi, ce serait lequel sur ce voyage-là? C'est la Colombie. Donc finalement, le premier par lequel tu es passé? Eh bien, parce que il y a tout.
Il ne faut pas oublier qu'en voyant la Colombie sur la carte, on dit c'est petit, mais il fait 2,5 fois la France. Ouais, c'est vrai, ça c'est impressionnant à chaque fois. Et vous avez tout. Les vallées, vous avez les canyons, le côté mer, la partie rivière, lac. La partie rivière. D'ailleurs, vous traversez des rivières avec la moto, ça arrive. Et en autre partie, vous avez de la verdure partout. Et surtout, il y a une chose que on nous raconte toujours des conneries sur la télé tout le temps. Sur les gens qui sont tous... on leur donne une image, les pauvres, mais ils sont des gens hyper sympas. Et fantastiques. Je vais raconter une anecdote aussi facile, rien de tout. J'ai mon GPS, là, le TomTom, pour ne pas... Citer la marque. Donc je m'arrête dans un village perdu. Et il y a, on va appeler ça un café. Allez, un endroit pour prendre un café. Je descends, on va en Colombie, on boit du café. Donc je m'arrête, j'étais tellement chaud, tout ça, je m'arrête, j'enlève mes affaires. Et je prends mon café, je m'installe pendant un moment. Et quand je reviens sur la moto, je ne trouve pas parce que je l'ai décroché, je ne trouve pas mon TomTom. Je dis, ah merde, je l'ai fait tomber. Et même pas le temps que j'ai fait ça, il y avait un petit garçon avec un monsieur. Il m'a dit, t'as pas fait tomber quelque chose, t'as pas perdu quelque chose? Je le regardais, au départ je ne comprenais pas parce que malgré que je parle un peu en espagnol, mais l'espagnol quand même c'est un peu difficile pour quelqu'un comme moi. Donc après j'ai compris, je dis si, j'ai perdu. Il m'a dit, c'est ça que tu as perdu? Il t'a ramené le TomTom. Il m'a donné le TomTom. C'est-à-dire, je commence mon voyage, admettons, j'avais fait 15 jours, voire 3 semaines déjà. Je commence mon voyage et la personne, elle vient, c'est un Colombien. Hein. Je vous le dis, parce que c'est un Colombien, c'est pas qu'on le traite de tout le nom pas possible. Voilà, donc il m'emmène ça, bien sûr, je le remercie. Après, j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais c'est surprenant. C'est surprenant qu'ils ne sont pas là pour te voler comme ils le disent. Pour en profiter de votre présence. Non, c'est au contraire. Chaque fois qu'on s'arrête, pourquoi je dis la Colombie, n'importe quel endroit que tu arrêtes, il y a toujours quelqu'un qui vient, qui te demande tu as besoin d'aide. Donc il te dit tu as besoin d'aide. Oui, je cherche un endroit pour dormir. Il te dit mais tu vois, ta caille est là. Et le deuxième rue, eh bien, il y a une dame, tu lui demandes et elle va te faire dormir. J'ai deux impératifs, bien sûr, dans mes voyages. D'abord, il faut assurer mes médicaments, parce que j'ai pris un traitement, je suis donc sur un traitement antidépresseur par rapport à ma greffe. Et donc, il faut que je prenne mes médicaments régulièrement, 2 fois par jour, il ne faut pas que je les perde. Donc ça, et j'avais pour 6 mois. Donc c'était, si je perds ça, c'est-à-dire dans les 3 jours, 4 jours qui suivent, il faut que je rentre ou y aller dans un hôpital où le je plus peux proche. Vraiment prendre ce traitement-là. Et la deuxième, bien sûr, la moto. Mais je me suis dit, bon, s'ils volent la moto, c'est pas grave, à la rigueur, c'est la vie. Mais les médicaments, non. C'est la vie aussi, voilà. c'est le cas de le dire. Ouais, mais c'est ma vie. Donc la Colombie, tu nous avais dit qu'en effet c'était un pays qui t'avait marqué. Moi je me souviens d'une anecdote que tu m'avais donnée lorsqu'on avait fait cette fameuse balade. Oui. Alors tu vas pouvoir me redonner un peu les détails, mais en gros tu as un endroit en Colombie qui est réputé pour la durée de vie. Oui. Réellement, c'est-à-dire qu'en gros vous allez là-bas, vous avez un temps accordé à la vie d'une personne. Tu te souviens de ça? Ça te parle pas? Ah, j'ai oublié. Donc en gros, c'est qu'en Colombie, il y a un endroit où il y a pas mal de passages de drogue, hein, oui. pour être clair. Les 3 jours. Ah oui, ça y est, ça me revient. Voilà. Oui, ça me revient. C'était, bon, comme... c'est vrai, la Colombie, elle n'est pas tout rose, tout jolie. Il y a une zone, même les Colombiens, les montards colombiens, ils te disent, nous, on n'y va pas là-bas, donc toi, étranger, tu ne vas pas aller là-bas parce que c'est une zone contrôlée par les FARC, contrôlée par le trafiquant de drogue. Ta durée de vie, c'est 3 jours. Voilà. C'est ça, effectivement. Oui, j'ai oublié ça. Oui, c'est vrai. Le premier jour, ils te regardent, le deuxième jour, ils te suivent, le troisième jour, soit ils te prennent la moto, soit ils te prennent la moto, ils te tuent, ça dépend. Voilà, c'était le seul truc où on m'avait expliqué. Donc, j'ai jamais essayé cet endroit-là. C'était la zone de FARC, donc, qui est entre aujourd'hui
le Venezuela, et le haut du Brésil et le bas de La Colombie. comment ça s'appelle, la Colombie et un petit peu le Pérou. Après, effectivement, tu avais l'entretien sur la moto. Tu m'avais raconté une petite anecdote Oui, du coup aussi. sur le petit truelle où il a fallu démonter les valises. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette petite anecdote-là, où tu arrives dans un gare. Oui, à côté d'Ushuaia, du coup, tu arrivais. Ah oui, ouais, mais ça c'était après une chute. On parlera des chutes juste après. Ah oui, ça c'est après une chute. D'ailleurs, aujourd'hui, il nous en a fait une jolie. Ah oui. Ouais, je pense On vous montre la photo là au Voilà, passage. vous voyez, malgré qu'on peut être aguerri et tout ce que vous voulez, mais Il voulait absolument tester les produits Polycare. Il a montré que ça fonctionnait. Il n'y a pas de souci. Les 2 pneus en l'air. oui, c'est toujours pareil, quand on a la tête en l'air, on ne voit pas son chemin et bien sûr, on dévie un petit peu, c'est-à-dire vous vous trouvez dans le gravier, c'est fatal. Alors, parmi les anecdotes, on reviendra sur la partie chute, justement, ou peur que tu as pu avoir dans ces voyages, parce que malgré tout, c'est une chose aussi qu'on a tous entendu. Quand on part dans ces pays-là, on vit pas un stress pour certaines choses, mais ça peut être le stress de la route, tu le disais si bien, les camions notamment, qui n'ont rien à cirer. Mais tu as aussi tout le stress des populations qui peuvent être agressives, ou peut-être les animaux, dans certains secteurs. T'en trouves? Voilà, serpents, araignées, non, mais ça notamment. c'est rien. T'es tombé sur quoi alors? Fais-nous rêver. Pas rêver, non? Allez, on va y aller pour les animaux. Ah, j'oubliais toujours le nom. Quand vous descendez vers Ushuaia, effectivement, en traversant le Chili, tout dans le sud, là, quand vous descendez, il y a une sorte d'animal qui ressemble beaucoup au kangourou. Mhm. Hein, Le walibi? Hein? C'est pas le walibi? Non, non, oui, ils sont plus grands. Ah, plus haut? Oui, ils sautent vraiment très haut. Et ils sont, même malgré qu'ils ont mis des barrières partout, mais vous avez une bande, enfin une compagnie d'animaux, d'un seul coup vous la voyez, elle passe devant vous comme ça. Mais et chacun il fait à peu près, hein, c'est la taille d'une vache. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà, vous avez ça, et après on a le petit oiseau, comment il s'appelait là, comme les... c'est pas de pan, comme les... comme il ressemble beaucoup, oui, il ressemble au pan, mais c'est... Mais ça va venir. Donc vous les avez en plein milieu de la route, et ils sont comme ça. Mais je ne veux pas être assez ça, moi, vous en tuez quelques-uns quand même. Ah, quand même. Malgré vous. Ça se mange ou pas? Oui. Bon, ben voilà. Mais C'est pas tué pour rien. Mais vous ne pouvez pas les ramasser comme ici. Ouais. Et surtout, il ne faut pas s'arrêter pour le ramasser, parce que c'est là où vous risquez de créer un accident. Ouais. Parce que vous voyez effectivement la plupart des cadavres de ces animaux, quels qu'ils soient, ils sont sur le bord de la route, mais personne ne s'arrête. Parce que là, s'arrêter, ça veut dire c'est un trop de danger risques. pour toi comme pour les autres. Comme pour les autres. Alors justement, donc ça c'était un peu l'anecdote par rapport aux animaux, parce que finalement on a toujours tendance, voilà, il y a souvent, on pense toujours aux animaux agressifs, tels que des prédateurs ou des serpents, des araignées, mais finalement c'est des oiseaux et des pseudo-kangourous qui t'ont fait plus poser de problèmes. Ou par exemple, comme je reviens en Colombie, ou des caméléons. Le caméléon? Oui, en plein milieu de la route. Et il y avait un couple de caméléons et il se trouvait qu'ils avaient envie de s'accoupler ici. Mais en plein milieu, et la route elle fait 3 mètres de large et vous arrivez en moto, waouh, vous voyez un truc monter comme ça. Le femelle il était de toutes les couleurs, et le mâle il était blanc. Tout blanc. Et heureusement d'ailleurs c'est comme ça que je les ai vus. Sinon ils étaient fendus dans la nature, je ne les voyais pas. Donc je ne sais pas écrasé. Tu as réussi à les éviter sur ce coup-là? Oui, là. Ils étaient assez grands, assez volumineux que j'ai pu... Voilà. Que tu as pu les éviter. Et ouais, j'ai pu les éviter. Donc là tu as parlé des Colombiens qui étaient très agréables et très sociables. Est-ce qu'il y a une population vraiment où tu te dis c'est extraordinaire, la gentillesse, ou un plat typique qui t'ont servi, ou quelque chose tu sais, qui t'a marqué parmi ton voyage? Les Argentins. Les Argentins? Ouais, faut pas... Là, vraiment, là, si vous voulez rencontrer des gens qui sont très, très accueillants, enfin, c'est des Latins. C'est des Latins. Et avec le asado, alors là, l'ouverture, justement, j'ai eu de la chance de rencontrer des Argentins, que j'ai fait avec eux une partie du centre de Chili. Et on était allé dans des lacs où il y avait... D'ailleurs, c'est comme ça, on visite des endroits où, si vous tout seul, vous ne le faites pas, mais quand vous rencontrez quelqu'un qui connaît les endroits, viens avec nous. Il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en ces personnes. Et c'était tu es tout seul, te dire,
Et quand même, ça fait... Nous, dans nos têtes d'Européens, on a toujours peur des autres. Mais il n'y a pas de raison. C'est bien dit, c'est joliment Pas de raison. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est dommage de voyager seul, mais peut-être si on était deux, je n'aurais pas cette expérience-là. Ils ne sont pas encore cette crainte ou la peur d'être mal jugé. Eux, s'en foutent, c'est du latin. Voilà. Ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, c'est ton problème. J'adore. Donc, tu nous as fait déjà pas mal voyager, mais tu pourrais nous parler un peu de ta plus grosse peur? J'étais en Équateur, et il y a une route qui descend, pareil. La route, elle fait pareil, hein, c'est pas des autoroutes que je prenais. Donc, une route qui est dans l'arrière-pays, qui va vers Oaxaca. Je ne sais pas si des gens le connaissent un petit peu, ou comme ça, à l'intérieur. Pas Oaxaca de Mexique, hein. Il y a un Oaxaca aussi En Équateur. En Équateur. Donc la route, après tourner, tout ça, et à un moment, vous voyez un gros camion. Les camions qu'on voit à la télé, là, les 52 tonnes. Hein. Et l'autre qui montait devant vous, et l'autre qui descendait. Donc, j'ai dépassé le premier et je suis là. Et le deuxième qui descend, il voit d'un seul coup qu'il y avait un petit toc-toc là sur sa droite. Ah, donc il se porte à gauche. Donc il vient carrément en face de vous. Mais vraiment carrément. Et c'est que vous cherchez l'endroit où vous pouvez éviter ou sortir un petit peu de la route. Je me mets en contrebas un petit peu, mais je sens que mon pied, c'est des sables, parce que la zone était vraiment une zone désertique. C'est des sables. Je pose mon pied, je vois mon pied déraper, le camion il passe et il me pousse. Et je ne sais pas quel est le poids que j'ai mis dans ma jambe pour pouvoir remonter, mais je me voyais en bas. Et c'est une peur. Après, vous arrêtez un peu plus loin, et vous vous mettez à pisser comme jamais, vous vous mettez à boire comme jamais, vous vous dites qu'est-ce que j'ai fait, je suis le grand con, voilà. Vous partez dans un truc en disant mais c'est pas possible, ça, le danger il vient pas que de toi, il faut faire attention et tout ça. Ça c'est une peur où à un moment vous dites on ne maîtrise rien. Alors pour éviter de rester sur cette note négative, oui. On va parler maintenant du paysage ou d'un lieu qui t'a marqué par sa beauté, ou peut-être parce que tu t'attendais pas du tout à ça. Oui, ça c'est en Équateur, effectivement, je partais, donc j'arrive dans un village pareil, il y avait la fête des villages. D'ailleurs peut-être, je ne sais pas si je vais retrouver la vidéo de la fête et tout ça, de ces villages-là. Et un peu plus loin, il y a un trou, c'est un volcan, mais vraiment pour descendre, déjà pour arriver au niveau de l'eau qui est en bas, ça descend comme ça. Bien sûr, on ne le fait pas en moto. Hein. Moi, je ne peux pas le faire en moto, donc peut-être il y en a qui le feront. Mais donc, ça descend vraiment comme ça. Même à pied, c'est très difficile. D'ailleurs, la variation d'altitude, parce que c'est à peu près à 4200 mètres, 300 mètres. Et quand vous descendez à peu près de dénivelé, il y a 1000 mètres moins. Wow. Et ça descend comme ça. Et d'ailleurs, quand on descend encore, c'est rien, pour arriver au niveau de l'eau, parce qu'il y a de la plage et tout. Mais pour monter, c'est vraiment, là vous sentez, vous dites, ah là j'ai fait un sacré connerie, pourquoi je suis descendu? C'est vrai. Avec les habits de moto, ouais. Ça c'est une contrainte par contre. C'est-à-dire à chaque fois, on est équipé comme le cosmonaute, hein, il faut d'ailleurs. Oui, il faut se protéger. Il faut, hein, parce que il faut pas, c'est pas en promenade comme gens d'aujourd'hui. Hein. Non, il faut s'équiper, il faut pas jouer avec sa vie. Et encore moins dans ma situation, parce que je suis recevable à la personne qui a pensé à un moment comme quoi qu'elle peut aider quelqu'un à continuer sa vie. Et par respect à cette personne-là, il ne faut pas que je prenne de risques très, de barjot. Oui, voilà. Il faut, des risques, puis c'est le risque de tous les jours, plus ou moins, d'un voyage. Mais je ne cherchais pas à dire, tiens, il y a un truc là-bas, je suis costaud, je vais monter. Que dalle, non. On n'est pas seul, on est deux, je suis deux. C'est pour ça que je dis toujours, moi et mon jumeau. C'est joli ça. Voilà, on est deux et chaque fois, je lui parle beaucoup. Pour vous dire, c'est vraiment pour finir comme ça, je lui parle beaucoup. S'il est content, s'il se régale avec moi, s'il a fait le bon choix. Pardon. Parce que
vous êtes qu'avec lui. Voilà, je suis qu'avec cette personne-là, je suis qu'avec elle. Donc, je discute tout le temps avec elle et on partage. Et ça a accentué cette notion chez moi d'aller vers les autres et partager. C'est vrai. C'est fantastique ce que tu dis. Ben, ça fait écho à beaucoup de choses. C'est vrai qu'on ne réalise pas vraiment quand on pense aux gens qui sont greffés. On pense simplement que c'est un élément qu'on vient d'ajouter et qui va te permettre de repartir. Mais tu vois, le côté jumeau, lui parler, c'est la première fois que j'entends ça et je trouve ça assez extraordinaire. Tu disais quelque chose, Cyril, tout à l'heure, une autre anecdote, enfin un autre ou une autre. Bah, tu m'en avais parlé vite fait par rapport à une chute que tu avais faite. Et tu avais fait une rencontre un peu particulière, du coup. Oui, c'était justement parce que l'apothéose de mon voyage, c'était d'arriver à Ushuaïa. Parce que pourquoi Ushuaïa, comme tu me disais tout à l'heure, c'est un mythe. Quand tu dis je suis arrivé au bout du monde. Comme la prochaine fois, si on verra, on fait quelque chose. Quand je suis allé au Cap Nord, c'est pareil, c'est un mythe. C'est dire j'ai fait des extrêmes qui sont très, très différents. D'ailleurs, j'ai amené, même si je n'avais pas le droit, des pierres de chaque côté, de chaque pays, de chaque zone. Mais je vous promets, je ressemble tous les deux les pierres. Je suis arrivé, il pleuvait beaucoup. Et comme vous savez, les routes, ils ne sont pas signalés sur les côtés. Et même quand il pleut encore, c'est pire. Donc je roulais mieux. Et il me restait 16 km à peu près pour y arriver. Et à un moment, sur la route, vous savez, ils ravalent les goudrons. Bien sûr, dans la nuit, on ne les voit pas. Et j'ai pris effectivement une hauteur assez importante qui m'a fait tomber complètement. Et j'ai pu pivoter vraiment de 180 degrés, comme je disais, que c'est grâce, une fois de plus, à ces mallettes qui sont extraordinaires, qui sont servies de pivots et qui m'a sauvé pas mal. Donc je sors de là et pour arrêter une voiture qui, dans la nuit, avec la pluie, est tombée par terre, c'était pas possible. J'ai eu de la chance avec les phares qui donnaient vers le haut, qu'il y avait des personnes qui sont arrêtées, parce qu'il faut attendre un petit moment quand même, c'est pas une route où tout le monde y va. Et donc, dont un qui parlait bien anglais, qui m'ont aidé à se lever la moto. Et la surprise générale, c'est quoi? C'est que les phares, ils partaient de travers, le guidon, il partait sur la droite. Ah, les 16 km, ça va être très dur. Donc, ils m'ont demandé si j'ai besoin, si je peux l'amener ou qu'ils m'aident à l'amener, tout ça. Non, j'ai dit non, ça va aller. Hein, on a toujours cette fierté en croyant que tout est possible. Oui, parce que tu dis, oh, c'est la fin, je suis arrivé, Ushuaïa, c'est pas loin. Tu vois, avec tout ce que tu viens de traverser, tu te dis, c'est pas ça qui va t'arrêter. Allez, le derrière saut. Hein, c'est toujours comme ça, les sportifs, on se plaise toujours sur le derrière répétition. J'ai arrivé, comme pour ceux qui connaissent un peu Ushuaïa, il y a deux niveaux à Ushuaïa. Il y a le niveau bas et le niveau haut. Ushuaïa, effectivement, c'est des collines. Hein. Et donc le bas où il y a le port, et en haut où il y a quelques bâtiments, quelques habitations. Je m'arrête au premier magasin, je le demandais, enfin de l'alimentation. Je demandais s'il connaissait l'adresse. Non, il m'a dit non, la dame, il m'a dit non, elle ne savait pas, excusez-moi. Je baragouinais encore en espagnol, non. Donc, je vais vers ma moto, je dis, oh là là, il fait nuit, tout ça, comment je vais arriver? Je vais galérer maintenant avec tout ce que j'ai là. Il y a un monsieur qui m'a attendu dans le magasin, donc il m'a dit, tu vas aller où? Je dis, je vais aller à cette adresse-là. Il m'a dit, suis-moi, je vais te guider. Il y avait sa femme, ses enfants. Et c'est vrai, heureusement qu'il était là. Il m'emmène dans des endroits, vraiment, c'était comme toujours, hein, on cherche toujours le moins cher, donc le plus loin et le plus difficile d'accès, hein, c'est connu. Donc j'arrivais à cet endroit-là et je confirme comme quoi que c'était cet endroit-là qui est la bonne adresse. Je lui ai fait un signe comme ça, c'est bon, non, il descend de la voiture, il vient vers moi. Et il avait écrit son numéro de téléphone en me demandant si t'arrive quoi que ce soit, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu téléphones à ce numéro, je viens t'aider. Sans aucun problème, ne t'inquiète pas. Bien sûr, je suis arrivé. Je descends, je monte dans mon lit dans la chambre, parce que comme c'est une auberge. Et quand je commence à me déshabiller, j'ai senti un peu de froid là, je comprenais pas, je m'en doutais que j'étais blessé. Mais je comprenais pas trop qu'est-ce que c'était.
Je me déshabille et je vois un sacré staphylocoque. Je dis aïe aïe aïe. Et donc, par ma formation de kiné un peu tricheur, un peu truc, alors j'ai amené tout le temps avec moi des fils à coudre, enfin des plaies, hein, pas les habits aussi. Donc je me suis dit, bon, allez, on va commencer à le faire. Donc j'ai commencé et je vous promets, vous hurlez. Et j'ai dit, Rambo, il n'est pas plus fort que toi. Et voilà, je suis allé, j'ai fait effectivement 4 points à cet endroit-là. Bien sûr, après, je l'ai septisé, j'ai fait tout ce qu'il faut. Et je suis resté à peu près 4-5 jours au même endroit, le temps que ça cicatrise, parce que le genou, bien sûr, a gonflé et tout ça. Maintenant, il faut réparer la moto. Alors, je cherche un peu partout où je peux aller, tout ça. Donc, on m'a donné une adresse d'un gars. Et comme par hasard, c'était vendredi soir où j'ai pu trouver cette adresse-là. Donc, on m'a dit, ouais, c'est là-bas, dans un coin, tout ça. Bon, je dis, bon, d'accord, on va y aller dans cet endroit-là. Quand j'arrive, pour y accéder, donc j'avais les valises, donc il a fallu démonter les valises, tout ça, pour arriver jusqu'à chez lui. Donc j'arrive. Parce que la rue, elle était trop étroite. Elle était, voilà, oui. C'était un chemin, un monotrace. C'est guidon passé, quoi. Voilà, c'est un monotrace, pour ceux qui courent, c'est un monotrace. Au lieu des arbres, c'est comment ça s'appelle, des murs qu'il y a sur le côté. Donc j'arrive chez lui, il avait un petit magasin, c'est pas mal, et il y avait de monde autour de poêle, en train de se chauffer et tout. Il avait plein de motos de cross. Il m'a dit, oh, tu tombes mal parce que demain on a une course à faire. Regarde, on est en train de préparer tous ces motos, tout ça. Je lui ai expliqué. Hyper gentil. C'est des vrais motards. C'est ça qu'il faut retenir. Le mec, il m'a dit, mais écoute, je vais te la faire. Et effectivement, il m'a redressé la direction. Il m'a refixé le phare. Il m'a tout refait. Mais alors, redémonter la protection, tout remettre. Si je vous dis combien il a pris, vous allez rigoler. Il a pris à peu près autour de 45 €. Et pour un travail, si on le fait ici en Europe, hein, je ne dis pas en France, si on le fait en Europe, Un vendredi soir en plus, quoi. Voilà, un vendredi soir, et le gars, il s'est préparé pour une course le lendemain. Et vous voyez qu'il y avait 4 motos, les 4 copains qui l'attendaient, tout ça, et lui il dit ça, il dit tiens, s'il y a un étranger qui vient, il faut l'aider, il le fait. On ne connaît pas beaucoup ici de gens qui font ce geste-là. Je vous envoie pour la semaine d'après ou le truc comme ça. Ça pour vous montrer la mentalité de gens qui aiment les motards, qui aiment les gens qui viennent le voir. Voilà. Et après Choya, comme m'a demandé Cyril, en me disant oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le train de fin del Mondo. Sincèrement, il ne faut pas le prendre parce que ça coûte 75 €, 70 € pour faire 11 km à peu près. C'est de l'arnaque. Vous êtes en moto, il y a un chemin à côté qui fait 16 km. Vous passez, vous payez même pas 50 centimes pour passer le truc. Et vous traversez, vous arrivez jusqu'à le dernier point de terre qu'il est en Chili, parce qu'après c'est un point militaire chilien. Vous arrivez à ce point-là, paysage extraordinaire, et vous revenez. Vous vous dites voilà, je suis arrivé à la fin de la fin du voyage. Et le but du voyage, effectivement. Le but du voyage. Parce qu'après, il faut remonter. Il faut remonter, parce que maintenant, au départ, ce n'est pas 5 000 km pour descendre. C'était effectivement autour de 16 000 km pour descendre. Donc, dans votre tête, vous dites, jusqu'à arriver jusqu'à Bogota, il te faut 11 000 km si tu pars directement. Direct, sans faire des petits chemins ou de l'encontre. Mais j'en ai fait la suite de 37 000 km. Et voilà. Sacré voyage quand même. Oui, ça c'est vraiment, pour moi l'Amérique du Sud. Si vous voulez partir, il faut partir pour voir minimum 3 mois et choisir les endroits où vous allez passer vite et les endroits où vous allez rester. Il y a des endroits en Argentine où c'est très dur. Il y a beaucoup de gens qui partent de la route 66, mais les vrais motards, ils font le 40. Et quand vous faites la route à 40, vous avez le respect de beaucoup de monde. Parce que sincèrement, la route à 40, le 66, c'est l'autoroute à côté de chemins départementaux d'ici. Et forestier, je m'attends. Et c'est grâce à des reportages comme celle-ci qui permettent aux autres de pouvoir communiquer. C'est vrai, la communication qu'il est aujourd'hui beaucoup développée, si on ne met pas un peu de poivre comme maintenant, il n'y aura pas de goût. Il n'y aura pas de goût. Donc,
C'est très joli. Rajoutez autant que vous pouvez de pigments dans vos Dans vos recettes. dans vos recettes, même si vous croyez que c'est très plat. Rien n'est plat en tout. Bon, on clôture en fait cette première vidéo avec donc Yasser et Cyril sur ce voyage donc d'Amérique du Sud. Comme il le disait à l'instant, on espère sincèrement que ce petit périple avec nous vous aura plu. L'idée c'est de savoir si ça vous a vraiment plu, il faut vraiment commenter à mort. Parce que le principe c'est de pouvoir réaliser une future vidéo, justement comme il le disait à l'instant, où on parlera de son voyage au Cap Nord. Donc il y a eu pas mal aussi de choses intéressantes à découvrir. Et ce serait vraiment dommage que vous n'en profitiez pas. Alors déjà, merci beaucoup encore à toi, Yasser. Merci à toi. Parce que déjà, tu nous fais rêver. C'est la première chose. Hein, et j'espère franchement que vous serez nombreux à avoir le même avis. Mais surtout, tu nous permets en fait de nous dire qu'on est capable de faire des choses malgré un handicap. Parce que c'est quand même considéré comme un handicap. C'est un handicap. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, je le redis encore, c'est cette façon de dire, en fait, tu n'étais jamais seul, vous étiez toujours deux. Ouais. Et ça, beau, ça, franchement... Moi, je clôture ça là-dessus, c'est magnifique. Donc, je vous dis à très vite. Merci encore à tous les deux. Merci à toi. C'est à vous de jouer. Je veux voir Yasser pour le Cap Nord, hein, il vous déconnez pas. Ciao. À bientôt. Au revoir et passez une bonne continuation. Et voilà, cet épisode est terminé, nous avons pu découvrir l'aventure de Yasser. J'espère que les images liées à son histoire vous auront plu. Dans tous les cas, on se retrouvera dans un prochain épisode où il pourra nous parler du Cap Nord. Donc je compte sur vous, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager son histoire, c'est important. Et surtout, n'oubliez pas, hein, rêver, c'est le début déjà de votre histoire. À bientôt. We were made for each other.